amis et bienvenue dans Big Mountain, votre nouveau rendez-vous cet hiver. Ça va parler ski, snowboard, tendance, freeride. Pour cette première émission, on vous accueille ici au Ménuire et on a rendez-vous avec le dernier vainqueur du Bec des Rosses, Kevin Gury, l'enfant de la station. Venez voir, Big Mountain, c'est parti. Salut jeune homme. À fond? Bah écoute, super, enfin merci de nous accueillir sous le soleil. Stop, hein. En quelques mots, on est où là, les Ménuires? Localise-nous sur la carte de France. Ménuires, Trois-Vallées, Savoie-France. Bon, impeccable. Et dis donc, je crois qu'on a de la chance aujourd'hui, on a des lumières exceptionnelles. Et puis cette nuit, on a pris une petite couche de fraîche là. Exactement, 10 cm. Eh ben écoute, ce que je te propose, où est-ce qu'on va partir? Sur quel secteur du domaine? Le secteur de la masse. Ouais. C'est le secteur phare pour le freeride au Ménuires. Et on va se faire prêt, je pense. Eh ben écoute, on se retrouve là-haut, puis on donnera le sommaire de l'émission. Voilà, là on est au sommet de la masse et on a tout ce secteur là, le secteur du lac Noir. C'est un petit peu notre terrain de jeu depuis qu'on est un peu tout petit. C'est le secteur freeride. Voilà, on a appris nos bases et où on s'entraîne encore. Les traces commencent à se faire, il va falloir vite y aller. Faut enchaîner. Alors du coup, nous on vous donne vite fait le sommaire de ce premier épisode de Big Mountain. De l'actu, on partira pour un festival international du film de freeride, ça se passe dans les Pyrénées. Un collègue à toi, Mister Enak Gavaggio pour la rubrique sécurité, c'est important en ski freeride. Et puis le portrait du mois, un snowboarder, c'est Sylvain Bourbousson. Allez, nous, on est parti, fire. Alors raconte-nous un petit peu comment t'es arrivé justement jusqu'à... C'est les 12 meilleurs mondiaux qui finissent par le Bec des Rosses, on en parlera tout à l'heure. Comment t'es arrivé jusqu'à ce circuit mondial là? Et ben il y a, comment dire, il y a un circuit un petit peu en dessous là, le Freeride Qualifier, où ça sert déjà à se faire la main au freeride, à apprendre les compètes, etc. Ça apprend aussi un petit peu tout ce qui est montagne, ça apprend vachement plein de choses ça. Lecture de livres. Voilà, exactement. Et donc ben, je suis passé par ce tour là en 2011 et que j'ai gagné et du coup ça m'a permis l'année d'après d'atteindre le Freeride World Tour. Magnifique souvenir pour le coup, c'était il y a quelques mois, c'était en mars dernier. Exactement, donc déjà tu te qualifies pour Verbier, qui est donc la dernière étape en phase de finale, et là je te laisse raconter. Bah ouais, donc encore surpris tu vois, malgré les 6 mois qui sont passés. Et ben il y a les 12 meilleurs qui sont en haut de cette mythique face. Et j'avais vraiment la trouille moi à ce moment-là. J'étais pas là-bas pour gagner ou quoi que ce soit, j'étais là-bas pour déjà encore apprendre parce que ça faisait que ça allait être la deuxième fois que j'allais le descendre. Et donc grosse pression au départ, pas spécialement pour la compète, mais vraiment pour soi-même, tu vois. Arriver en bas avec sa ligne qu'on veut, voilà. Et puis il y avait pas mal de neige l'an dernier sur cette phase, du coup ça a pas mal engagé. Et qui dit engagement, qui pas mal de chutes aussi. Et il y avait eu beaucoup d'attentes, beaucoup d'attentes, des riders qui avaient perdu leur ski. Exactement, et du coup moi je me suis dit bon là je partais l'année dernière, faut essayer d'assurer, peut-être qu'il y a peut-être un truc à faire, tu vois. Donc j'ai assuré, je me suis pas mis dans une ligne super engagée. Et puis pour la grande surprise ça a marché. Le plus gros là ça va être mentalement de se remettre dedans, rattaquer, tu vois, parce que on n'a pas pu faire de grosses phases jusqu'à maintenant. Ça va être ça le plus dur. Et après la compète ça vient après. Bon Kevin, ça tombe bien, on va se faire un petit peu d'entraînement du coup. Je sais pas si ce sera niveau Freeride World Tour, mais on va essayer de te chauffer un petit peu les cuisses. On va se regarder l'actu, les news de Big Mountain et puis on se retrouve là-haut, on se fera un petit check Arva. Ça marche? Allez, c'est parti pour les news. Salut, bienvenue à Cauterets, Haute-Pyrénées, département 65, au festival de films. Je suis le président et je m'appelle Enak Gavaggio et je suis fier d'être ici. Palmarès 2013, donc vainqueur, la palme du jury revient à Mission Antarctique de Xavier Delory. Voilà, une merveille. Dedans on a tout, on a de l'aventure, on a de l'émotion. On a du ski, du snowboard extrême, il y a vraiment tout, c'est super beau, c'est une belle histoire, on voit que les mecs ont galéré, c'est émouvant.
pretty much the crossing of all those dreams I've had in snowboarding. I'm over 30 years old and I see things differently. I need more than just the fact of snowboarding. And this trip here is a full journey. You know, I'm coming here to discover sailing. I'm coming here to discover the wildlife of Antarctica. I'm coming here to explore Antarctica, to learn about the history. And I think this is so much richer than anything I'm used to doing in my snowboarding life. 50 seconds. Bring the radio away. Where are we going? Oh yeah, over there. Of course. It was just like, wow, this is gonna be special. I said, yeah, it's looking really good. And I thought like, wow, you want to really ski that? And it looks good. It looks a little bit weird to me. The exposure on that face is just ridiculous. It's so steep, and one slight mistake, game over. Oh, putain. Of course, you get more satisfaction when you climb first the peak and then you ride it. Have you ever met a man of good character where women are concerned? Well, I haven't. I find the moment that a woman makes friends with me, she becomes jealous, exacting, suspicious, and a damn nuisance. And I find the moment that I make friends with a woman, I become selfish and tyrannical. Depuis 3 ans, j'ai découvert une nouvelle passion au surf. Et Surf des mers là, ouais, les vagues. franchement, ça déchire. Ça t'apporte des bonnes sensations et même ça complète un peu. Complémentaire. Ouais, avec le c'est ski, complémentaire au ski, tu vois, quand on est dans la poudreuse et tout, essayer d'apporter un peu tout ça, le smooth, quoi. Voilà. Eh ben, écoute, transition toute trouvée, puisqu'on va partir vers le portrait. C'est un snowboarder, Sylvain Bourbousson, et lui aussi, c'est un Lui, bon il est petit bon. surfeur des mers, le Ça, c'est Bourbousson. clair. Rendez-vous avec Mister Sylvain. Alors salut, c'est Sylvain Bourbousson, donc je suis grenoblois. J'habite maintenant à Biarritz, mais j'ai passé beaucoup de temps ici. Et je viens d'avoir 30 ans et je fais du snowboard. How shall I begin my story that has no beginning?
The sampler, as well as the turntable, were principal tools largely responsible for the birth and development of hip-hop. With the sampler, 3-4 dernières any années, drum, j'ai any beaucoup guitar, filmé any sound avec effect, Absinthe Productions, donc c'est une production de vidéos suisso-américaine. Donc tous les ans, on sort une vidéo au mois de septembre et avec des riders d'un peu tous les horizons. C'est vraiment une vidéo cool à regarder. Et en même temps, ça fait 2 ans que je filme aussi pour Almo, qui est une vidéo française avec beaucoup de riders français, des mecs super forts aussi. Donc cette saison, l'hiver qui arrive, la 2014, je vais essayer de filmer encore avec Absinthe et Almo. Du coup, on s'organise toujours un peu à l'arrache, c'est-à-dire on voit en fonction de la neige avec qui on part, où ça. Donc je peux pas vous dire en avance ce qui va se passer, mais on va essayer d'aller chercher de la bonne neige et de faire un maximum d'images. Moi, dans le snow, j'aime bien tout ce qui se passe dans la poudre, donc tout ce qui est dans le backcountry, parce que j'ai grandi du coup à Grenoble et du coup dans les montagnes qui sont derrière et là-bas aussi. Et là-bas, on a de la pente, on a des arbres, on a de quoi faire dans la poudreuse. Du coup, je me suis orienté là-dedans. Et après, je suis pas contre me faire un petit rail de temps en temps, mais ça arrive de moins en moins souvent. Les États-Unis et le Canada, c'est toujours particulier pour nous parce que d'abord, c'est des endroits qui font rêver. Hein. On a grandi en regardant des films qui se passaient aux États-Unis, des trucs comme ça. Donc quand on va là-bas, forcément, on voit tout ce qu'on a vu quand on était jeune. Donc ça, c'est vraiment bien. Pour l'ambiance aussi, ça change de chez nous, c'est incroyable. Après, pour ce qui est montagne, ils n'ont pas la même quantité de neige que chez nous dans les Alpes. Hein. Si tu vas à l'ouest, ils en ont beaucoup plus. Donc tu te retrouves à rider des spots qui peuvent être beaucoup plus gros parce qu'en réception, tu as tout de suite 1,50 m de poudre. Donc tu vois les choses un peu différemment. Après, on n'est quand même pas... On ne peut pas se plaindre en Europe parce qu'on a quand même vraiment des belles montagnes et on a surtout beaucoup plus de stations qu'eux. C'est-à-dire qu'eux, ils ont quelques stations qui sont assez reconnues, mais ça s'arrête là. Alors que nous, rien que dans la vallée qui est derrière, là, on a 5 stations qui sont à 25 minutes de route de Grenoble. Donc on s'amuse bien en Europe, on s'amuse bien aux États-Unis, mais c'est clair que tous les ans, j'essaye d'y passer un peu de temps parce que c'est vraiment rigolo pour nous d'être là-bas. Et puis le rêve américain, il existe toujours. Ce qui est cool quand on fait du snowboard et qu'on voyage, c'est qu'on rencontre des gens un peu dans toutes les stations où on va. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on les invite chez nous. Donc quand ils viennent en France, ils viennent squatter chez nous. Et à l'inverse, nous, quand on voyage à droite à gauche, on va chez eux. Du coup, tu n'as même pas besoin d'avoir un chalet quelque part, tu vas chez les gens. Et ouais, alors pour le foot, ce qui est rigolo, c'est qu'on voyage souvent avec des mecs d'autres pays, donc souvent, notamment avec Absinthe, avec des Suisses, des Autrichiens, des Américains. Et donc évidemment, on se traque un peu sur nos pays et nos habitudes. Et quand on a perdu il y a quelques années contre l'Autriche, j'étais avec un Autrichien et donc il m'a pas loupé. Et effectivement, ça me faisait un peu chier qu'on perde contre les Autrichiens à ce moment-là. Mais bon, sinon je m'en fous un peu. Au Kazakhstan, donc c'était il y a 2 hivers. Ça a commencé, c'était assez fou parce qu'ils déclenchent les avalanches là-bas avec des feux d'artifice. Donc en gros, ils balancent un feu d'artifice sur la montagne et donc tu vois des lumières de partout. C'est vraiment un vrai feu d'artifice et ça déclenche des avalanches. Donc nous, on était vraiment morts de rire. J'espère qu'on aura autant de neige que l'année dernière. L'année dernière, on s'est bien gavé. J'espère que ça va arriver. Et puis, profitez-en. Hein. Bon snow à tous. Hein.
up your mother's keys, we're leaving. You always seem so sure that one day we'd be fighting in a suburban war. You're part of town against mine, I saw you standing on the opposite shore. But by the time the first bombs fell, we were already born. We were already born. Sometimes I can't believe it. Donc Kevin, dis-nous tout là, où est-ce qu'on est? On est en haut du roc des Trois Marches, chez mon papa au Chalet des Neiges, au Menuire, toujours. Et c'est pour ça que dans le resto, on a trouvé ce petit bijou. Ce petit bijou là, cette belle pierre suisse. C'est le trophée du Bec des Roses, c'est ça? Voilà, une pierre du bec. Et puis ben, il fallait qu'elle soit chez papa. Hein. Et on l'a trouvé sur la cheminée. Hein. Voilà. Comme nombreux trophées. Dis-nous tout, il y a la compétition, mais je crois qu'à côté tu fais pas mal de vidéos, comme beaucoup de freeriders. Exactement, depuis l'an dernier, on a monté un petit projet vidéo avec 4 autres riders. Donc avec Romain Grosjean, Jérémy Prévost et Adrien Poirier. Et puis ben, notre but, c'est là, cette année, faire 4 épisodes un peu à travers le monde. Faire voir ce qu'on aime, des belles images de freeride. Parce que je te propose, on a parlé un peu sécurité nous tout à l'heure. On a une vraie rubrique dans l'émission qui est faite par un monsieur à moustache, le Enak Gavadio, l'ancien champion de ski cross. On part pour la rubrique sécurité, comment ne pas se faire mal en descendant des faces comme ça. Salut, c'est Enak, bienvenue dans la rubrique sécurité de Big Mountain. On est à la Clusaz, c'est le début de saison. On a tous tout notre matos, pelle, sonde, Arva. Arva, forcément il faut savoir s'en servir. Vous allez voir que même les pros s'entraînent. Alors mettez-vous en mode recherche et suivez l'émission. Oui, c'est Alexandre. J'étais en rando là et puis il y a une avalanche qui s'est passée derrière moi. J'ai mes 3 copains qui sont dessous. Venez vite s'il vous plaît, venez vite. Oui, je sais pas, il y a peut-être d'autres personnes dessous. Il me semble qu'il y avait 3-4 personnes. Mais je sais pas, je les connais pas. Sur le haut de la combe du Fernuy là, je vois le télécabine. Ok, merci, à tout de suite. Aujourd'hui, on a essayé d'imaginer une avalanche de grande ampleur avec des victimes dessous. Et l'objectif, c'était de s'entraîner justement à réagir le plus rapidement possible pour porter secours à d'éventuelles victimes. On montait là donc il me suivait, on se suivait à bonne distance. Et moi, c'est passé juste derrière moi et puis j'ai rien vu ce qui s'est passé. Donc 3 personnes dessous? Ouais. Est-ce qu'il y avait un autre groupe que vous? Il me semble qu'il y a des personnes qui nous suivaient là plus bas, mais je sais pas s'ils étaient 4-5, je les connais pas moi. Bon Bernard, je suis sur place, donc effectivement il y a une avalanche qui est partie dans les encarmes, je suis en présence du témoin. Voilà, première recherche à l'Arva, au Reco, recherche des indices sur le terrain, et puis ça monte en puissance, hein. Le chien d'avalanche a été demandé, donc celui de la station va arriver, et puis petit à petit on demande le maximum de personnel. Mon rôle est de contrôler les personnes qui vont arriver pour aller sur l'avalanche, donc en DBA. Et les envoyer donc au dépôt là-bas pour récupérer le matériel, les sondes, les pelles et voilà. Donc moi je suis au dépôt de matériel. Alors le dépôt de matériel c'est un rôle très important parce qu'il faut être très discipliné. Donc dès qu'on arrive surtout on va dire dans la deuxième phase de l'avalanche, c'est-à-dire que quand il arrive beaucoup de personnel, c'est de gérer le matériel quand ils arrivent, de leur donner une sonde et de constituer les vagues de sondage avec un chef de vague pour effectuer le sondage. À l'origine, ce sont les pisteurs sur le terrain qui sont les premiers, qui arrivent les premiers. Les autres corps arrivent à partir du moment où on doit monter en puissance, où il faut du monde pour cette recherche. Tout ça dépend bien entendu de la façon dont les gens sont équipés au moment de l'accident, bien sûr. Je dirige les opérations sur le terrain, donc l'organisation des recherches DVA, RECO, mise en place des vagues de sondage, des pelleteurs, assistance aux victimes. Le témoin a confirmé qu'il restait encore
quatre personnes dans le deuxième groupe et donc on a retrouvé 2 personnes et il en reste 2. Là on vient de trouver une victime au sondage grâce à l'indice de surface qui était calé contre le rocher en fait. Donc on a regardé un peu le terrain pour choisir une zone préférentielle pour sonder et on est tombé dessus et il est en arrêt cardio-respiratoire. Donc j'ai pas trop le temps de poser. Mon rôle c'est de délimiter l'avalanche à l'aide de ces petits fagnons rouges là. Donc comme ça on sait que s'il y a une deuxième vague qui arrive, elle sait où elle peut reprendre son travail pour la recherche. Un pas en avant. Sonder. Ouais, j'essaye de repérer, finir le repère sur les indices et puis je suis le maître chien en attendant une vague de sondeurs que je vais placer de préférence sur les zones où on a retrouvé les indices. Le début de saison, pour nous, il est consacré à se remettre dans le bain, se préparer, acquérir les bons réflexes et pour qu'en cas d'accident, eh bien, ma foi, on soit réactif parfaitement, quoi. La dernière victime a été retrouvée. Elle a été retrouvée donc avec une pastille Réco, elle a été retrouvée par le chien. Ce que l'on voit dans un exercice comme celui-là, par exemple, c'est que on retrouve très rapidement des gens qui sont équipés de moyens de détection. Donc on avait l'exemple de gens équipés de DVA, on les retrouve en très très peu de temps. Donc d'une part, les gens qui font du freeride, bien, il faut qu'ils soient équipés. D'autre part, il faut qu'eux aussi soient entraînés justement à se servir de ce matériel. Hein, et le matériel, il faut rappeler ce que c'est. C'est un DVA, un système de détection, une pelle, une sonde pour retrouver ses copains. Voilà, donc ça fait vraiment partie de la préparation que doit avoir un freerider. Après, on voit que quand les gens ne sont plus équipés, eh bien, les retrouver, c'est quand même beaucoup plus difficile, c'est plus long, et donc le risque de ne pas s'en sortir est beaucoup plus important. Voilà, plus on est proche de la victime éventuellement, plus le stress sera important. Et justement, c'est l'entraînement qui permet de régler les problèmes de stress. Téléspectateurs de Big Mountain, bonne saison à vous tous et soyez prudents. Bon Kev, merci pour cette petite journée de Big Mountain ici au Menuire. Ça fait du bien de retrouver un peu de poudreuse. Hein. Exactement, on souhaite tout le meilleur sur le freeride World Tour et puis des belles conditions vidéo. Ouais, merci. Et puis bah, nous on va continuer Big Mountain. On part dans les Aravis le mois prochain, direction la Clusaz. Salut, c'est Jean-Guillaume, je suis ravi de vous retrouver ici à la Clusaz pour Big Mountain. Aujourd'hui vous avez de la chance, on a 2 guest stars, un skieur, un snowboarder, Mathieu Bijasson, le free skieur de la Clusaz des Aravis, et puis un snowboarder pyrénéen, c'est Victor Delru. Par contre il y a un truc qui me plaît pas trop, c'est que les deux là, au lieu de rider, sont en train de s'envoyer de la charcuterie et du fromage. Bon. Salut les garçons, bienvenue dans Big Mountain. Salut Matt, Mathieu Bijasson le local, Victor Delru pyrénéen. Matt, c'est toi un peu qui va faire le guide, ouais. Ça marche ouais. Bon, par contre, je vous explique, le concept de Big Mountain, c'est d'aller rider vraiment avec vous. C'est pas un portrait version on s'envoie de la cochonaille et du reblochon. Je sais qu'il y a des bons produits. Donc bah, on va se préparer, puis on se retrouve en haut du domaine. Matt, on part vers où là? Bah, on va monter déjà sur l'aiguille et puis voir un peu ce qu'il y a à faire. Bah, on est au milieu, donc on verra l'état, les balles. Comme ça, on choisira. Allez, c'est parti, rendez-vous au sommet des Aravis, les poulets. Old school cat from way back. Gave him my meal cause he not wiping off this my impression. He asked me how you float all shopping. Et bien voilà, comme promis, nous voici en haut du domaine de la Clusaz. Le soleil, Mathieu, local, tu vas nous faire une petite carte postale quand même. Carte postale ride.
quel est le terrain de jeu, parce qu'on a envie de sauter un peu partout là. C'est vrai qu'il y a un beau terrain, un joli terrain. Et d'ici, c'est vraiment le point central de la Clusaz, on est en haut de l'aiguille. Et d'ici, c'est vrai qu'on a une belle vue d'ensemble, notamment sur les faces qui sont juste derrière nous, qui sont les faces de l'étal, la face nord-est de l'étal. Et c'est ici en fait qu'il y avait la compétition Radical Mountain à la Clusaz. Victor, les Aravis, t'étais déjà venu ou J'étais déjà venu il y a 5 ans pour un candidat invitationnel. Ouais, 5 ans. Donc là c'était très freestyle. Ouais, c'était il y a un bon moment, mais en tout cas il y a un beau domaine ici. Et l'avantage quand tu es avec un local, c'est que justement tu peux trouver de la vierge encore. On a de la chance. Pour ça qu'on Et t'a là, fait venir, on va aller juste là-dessous. Donc c'est un petit run sympa qui est au soleil dès le matin. C'est pour ça que là c'est parfait pour nous. Et bon, il faut faire quand même attention parce qu'on surplombe un peu des barres rocheuses, donc faut pas tomber, on reste un peu en haut. Ouais, on n'a pas les parachutes. Bon bah écoute, nickel, ce qu'on va faire, on va quand même checker un peu nos arvas, notre matos, parce qu'il faut pas oublier qu'on évolue hors piste. Et puis bah nous on va se regarder l'actu de Big Mountain, et puis bah on se retrouve dans la face. C'est parti. Pour commencer les news, on part à Courmayeur mercredi 22 janvier, premier stop du Freeride World Tour. Les riders s'élancent de la tête d'arbre dans d'excellentes conditions. En snowboard, l'américain Sammy Lupke arrache la première place avec un run engagé. It's a huge plus to have a win, you know, to go to Verbier is a huge thing. Either way, no matter what, however I did, I definitely was going to be happy either way. Jagging, not sagging, sprawling backwards, I'ma leave it at that. That ain't got nothing to do with rap. Check the facts, expose those cats who pose as heroes, take advantage of blacks. La Clusaz bien représentée, première trace sur le Freeride World Tour pour Loïc Colombaton et première victoire devant l'américain Josh Dake et le Suisse Jeremy Heitz. Hier, en repérant la face, j'ai trouvé une ligne, je me suis dit celle-là, je pense qu'elle va scorer vraiment fort. Maintenant, il n'y avait plus qu'à la skier bien. Skier vite, ce que j'ai fait et ça a payé. Trois jours plus tard, direction l'Aiguille Pourrie à Chamonix pour la deuxième étape du tour. Loïc Colombaton renouvelle son exploit italien, il prend goût au podium grâce à un run ambitieux et précis. Bah voilà, deuxième compète, deuxième victoire sur le World Tour, c'est incroyable, mais moi je suis le premier surpris et bah voilà, c'est que du bon pour la suite. So it's time to leave you a preview so you too can review what we do. 20 years in this business, how you sell soul, she wins. People bear with Pour les snowboarders, c'est le Suisse Emilien Badou qui gagne sa première place. myself. These simple lines be good for your health to keep them crime rhymes on the shelf. Live love life like you just don't care. 5,000 liters never Je suis content, ouais, ça s'est bien passé. La neige était un peu compacte, mais du coup j'ai fait un run très rapide, plusieurs sauts, de petits sauts, mais vraiment très rapide, beaucoup de fluidité, de plaisir. Je suis content avec ce run, pas d'erreur. Côté ski, les États-Unis imposent leur style, victoire en snowboard de Shannon Yates. En ski, c'est Jacqueline Passeau qui pose ses spatules sur la première marche.
Today is definitely the first off the winning of the field report. Definitely feels great to walk away with a victory. Yeah. Pour finir les news, on vous laisse avec Kevin Dury, son dernier edit by First Time. Universe is not that high. If you see, every day I get my pride. 'Cause I'm free. I'm a producer, I'm a financer, I'm a busker, I'm always in the road. I'm in conquest, never impressed. I'm a dreamer, and I leave in the end. Oh, please, let me dream alone and live my soul. Oh, please. Bon voilà, c'est là qu'on va chausser, puis on descend là-dessous. Petit run au soleil qui va nous faire plaisir. C'est parti en direct live avec Mister Victor Delerue, le snowboarder du Pyrénées, ici en satellisation dans les Aravis. Tout de suite, on part vers le portrait du mois dans Big Mountain. My name's Chris Benchetler. I'm from Mammoth Lakes, California, and I grew up skiing on Mammoth Mountain, and I'm continuing to pursue skiing as a career. Yeah, my parents were awesome. They were super supportive. My dad in particular, he was a general contractor, so he built houses and things like that, but on the weekends he volunteered up on the mountain so he can take me up every weekend. And he was a host, which is like ski around hill safety kind of guy, and then I got to do the race teams and things like that, and just really focus on my skiing and join a lot of the junior teams and things that they had at Mammoth. Snowboarding played a really big influence on my skiing. Pretty much my brother, who's 2 years older than me, was pursuing snowboarding as a career, and he was best friends with John Jackson, who's a very world-renowned snowboarder, and his little brother Eric, and so I was always riding with those guys. And then my brother also lived with this snowboarder named Matt Hammer, who was another big inspiration for me, and just by being in Mammoth in general, there was a big snowboarding influence, so I was constantly surrounded by them, and most of them were my friends, so I just, you know, by virtue of riding with them every day, I just kind of learned how they looked at the hill and how they rode, and
and just use that mentality to pursue my skiing because I already knew how to ski, so I didn't want to switch to snowboarding. I figured I would just try to implement what they were doing onto my skis. In the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. I was super young when I started skiing, and just my parents told me that I wasn't a big fan of it. I always wanted to stay in the lodge, and I was always complaining when they would want to take me out skiing. So I don't know when that changed. I think my aunt actually put me on one of those leashes where they wrap it around your body and let me go on my own. And that was kind of the turning point for me. Just a lifestyle for my parents, and they just kept getting me into it, and I'm happy they did. And look like nothing's gonna come my way, so I'm just gonna sit on the dock of the bay. The way I interpret skiing is generally a bit different than most skiers. I'm more concerned with how I make a turn or how I use the mountain. I'm just trying to be as creative as possible, and it's not so much, I'm not concerned with hitting a huge air and going as fast as I can. I would way rather hit like good wind lips and find waves, and surfing has been a big influence for me, so I'm just more or less trying to surf the mountain and get creative. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay. I personally hope I see skiing just take a path of like more natural airs and more focused on turns, and just getting creative with the mountain. You know, I would love to see a lot of the big mountain riders start spinning in their lines more and trying more 720s and trying more creative tricks off of cliffs. And it's super challenging, and a lot of people are out there trying that right now, and a lot of people are succeeding at it, but that's where I personally want to take my skiing. And in terms of park skiing, it's really hard to know where it's going to go. You know, those guys are incredibly talented, and it seems like they can keep adding a spin and a flip to their rotations, and I really don't know where it's going to stop. I wouldn't have thought they could do triple cork 1620s or whatever they're doing, but they seem to make it look pretty easy. Oh, you're from the Pyrenees? That place is incredible. It snows like 200 feet a month, and there's spine lines everywhere. There's freaking trees for 6,000 meters. It's all good. It's one of my favorite places ever. Merci, au revoir. Bon bah les garçons, on a réussi à se faire quelques petits runs quand même sympas dans la poudreuse. On s'arrête ici faire une petite pause déjeuner avant de repartir. Oui. Et alors c'est assez drôle, ici on est au Télémark. Et c'est un restaurant, 5 frères, 5 riders. Puis en étudiant un petit peu votre profil, je me suis rendu compte que vous... 5 frères. 5 frères. Enfin, 4 frères et une sœur. 4 frères et une sœur, tous riders. On connaît bien Xavier, Paul-Henri, médaillé au jeu. Il y a Sabine et François qui eux maintenant sont plus dans les études et dans la vie active. Et puis la fratrie des Bijassons, vous êtes 4. Nous 4 frères. 4 frères, tous du ski. Et le petit frère qui est resté encore en freestyle. Le grand frère qui est avec moi en freeride. Et le dernier qui lui est plus sur la rando, free rando avec mon père. Et toujours en famille en tout cas. Bon, on va revenir quelques minutes sur votre parcours. On va commencer par le local, Mathieu. Donc tu étais sur le Freeride World Tour l'année dernière. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le circuit mondial de ski freeride. Mais je crois que tu es passé beaucoup par le freestyle, les tricks avant, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, j'ai commencé du coup à la CLUSA, au club des sports. Et le club m'a proposé d'intégrer un groupe France en halfpipe. Du coup, je suis allé là-dedans et j'ai fait 10 ans de pipe.
Et à la fin du pipe, c'est là que je me suis dit il faut que je continue à skier, et j'ai vu un peu les exemples comme il y a déjà Seb Michaud à la Clusa, et Candide l'a fait avant moi, il y a Richard Permin aussi qui a fait ça, et du coup ça m'a donné envie, et avec mon grand frère et mon pote Loïc Colombaton, on s'est lancé dans les qualifiers. Et l'année où on s'est lancé dedans, moi j'ai gagné, du coup j'ai pu monter sur le tour. Voilà. Et petit clin d'œil, Loïc lui, c'est cette année. Ouais, la première année il s'est blessé, du coup il n'a pas pu monter. Et puis c'est surtout qu'il voulait pas me faire de l'ombre, il voulait me laisser mon tour. C'est sympa, c'est un an chacun. Voilà. Bon, alors on va passer des Alpes aux Pyrénées. Victor, raconte-nous un petit peu ton parcours dans le snowboard. Comment t'es arrivé? Alors très freestyle toi pour le coup. Moi très freestyle, je viens de Saint-Lary. Là-bas ils ont un snowpark, donc j'ai toujours fait du snowpark, etc. Rider plus ou moins tout seul avec les locaux de la station. Et petit à petit je me suis mis à faire un petit peu de border cross. Et puis au bout d'un moment j'avais mes sponsors pour le freestyle. Et le border avec un peu le team Pyrénées, etc. Et puis au bout d'un moment, je pouvais pas faire les deux, j'ai dû choisir, je me suis lancé dans le freestyle. Et je suis passé chez Rip Curl il y a quelques années, il y a 5-6 ans, et je me suis mis à faire de la vidéo avec eux, des images. Maintenant, ils m'ont mis sur des projets un peu plus gros. Il y a 2 ans, Standard Films, et cette année Absinthe. Absinthe qui est la grosse boîte de production des films de snowboard. Voilà, et là je recontinue avec eux et tout se passe au top. Bon, alors, petit clin d'œil quand même aussi, dans les Pyrénées, tous les meilleurs snowboarders français viennent des Pyrénées, si on regarde. La fratrie des Delru, Mathieu Crépel, il y avait Mathieu Justafri, il y a eu Dorian Vidal à l'époque. Vous avez genre Mathieu. Pas les meilleurs, mais il y en a. Il y a quand même un sacré vivier. C'est quoi? Comment tu expliques ça? C'est des riders qui sont à la base surmotivés, et puis après ils se donnent à fond dans les Pyrénées. Ensuite ils s'expatrient un petit peu dans les Alpes pour aller faire tout ce qui est compétition et tout ça, mais je pense qu'à la base c'est le fait d'être très motivé, être prêt à partir, aller à l'étranger, aux États-Unis, etc. Et c'est peut-être ça qui a fait qu'il y en a qui ont réussi. Alors je vais vous demander votre programme à chacun là pour cet hiver. Donc beaucoup de filming, tu sais un petit peu les trips que tu vas faire? Moi c'est surtout filming. Après du coup avec Rip Curl on va faire un trip avec Mathieu, vous allez partir ensemble. On va partir au Canada, 3 semaines, faire de la grosse pause, c'est cool. Et à côté de ça je vais filmer pour Absinthe et un petit peu pour Almo Films aussi, une production française. Et à côté de ça, en compétition, je vais faire. Il y a la poney session. Je vais être donc tu seras le parrain cette année, la fameuse grosse compétition freestyle des Pyrénées. C'est début du printemps, c'est ça? C'est 20 mars. Voilà, impeccable. Du 20 au 23. Et j'y vais surtout pour la bonne ambiance. Et puis il y aura une zone qui s'appellera le Vedeler Garden où on va essayer de créer. Donc pas mal de rails et un module assez sympa pour faire des images et voilà, pour que ce soit cool. Ça c'est un beau rendez-vous dans les Pyrénées, la poney, c'est très convivial. À ne pas louper. À ne pas louper. On reste à la Clusa mais on change de secteur, direction le domaine mythique de Balme avec un certain Enak Gavaggio, champion de ski cross désormais freerider, et il va vous parler sécurité. Voilà, nous voilà arrivés à la Clusa, risque 3 comme on peut le voir sur le drapeau à damier. Voilà, risque 3 c'est pas anodin, va falloir aller prendre quelques renseignements. On va essayer de prendre un peu plus d'informations sur les conditions. On a vu ce matin qu'il y avait risque 3, drapeau à damier. Donc le premier truc à faire, il ne faut pas hésiter, prendre la remontée et aller frapper au chalet des pisteurs et prendre des informations. Et c'est ce qu'on va aller faire. Oh là là. C'est pas un peu le paradis là, hein? Regarde, tout seul dans la montagne. Tac. Le pied. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Des remontées, c'est ça, hein, toujours? Alors nous on tient des permanences sur les points hauts pour accéder rapidement sur les blessés. Voilà, on a un délai d'intervention qui est assez court. Donc de toute façon, chaque personne qui veut venir faire du hors-piste peut venir frapper à la porte et te demander des infos. On est là pour accueillir les gens. Notre rôle c'est de prévenir aussi les accidents par l'information. Quand on dit que la bête noire des remontées mécaniques des pisteurs, c'est les riders casqués, ceux qui viennent chercher la poudreuse, c'est vrai ou c'est pas vrai? Non, c'est pas forcément le cas, hein, parce que donc, ce type de personnes viennent recueillir pas mal d'informations chez nous et ailleurs. Ils prennent des renseignements auprès de Météo France sur les conditions nivologiques en cours.
sont des gens qui sont équipés de matériel, très souvent, Arva, PL-Sonde, le trio indissociable, qui ont souvent des sacs ABS également, des airbags. Voilà. Quand on a un petit niveau, on essaye d'y aller encadré avec un guide ou un moniteur. Et puis pour les autres, faut se renseigner, il faut progresser, il faut être bon skieur. C'est exactement ça. Bon, moi ce qui m'intéresse, c'est la coupe, d'aller voir ton météorologue. Très bien, on y va. Il est par où? Allez, c'est parti. On va le rejoindre du côté de la combe de Torchères. Super. On est d'accord que je te laisse faire la trace? Ouais, on va... Ouais, tu montes derrière moi. Salut Gilles! Gilles, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais un trou, Greg nous a expliqué un petit peu les risques tout à l'heure. Quel est l'intérêt de faire ça? Ce qu'on cherche surtout, c'est ce qu'on appelle ce qui va donner les avalanches, c'est une structure de plaque, donc de la neige en surface plus ou moins ventée ou alors de la neige fraîche, et dessous un type de neige sans cohésion qu'on peut prendre dans le gant et qui donne pas de boule. Et là on en retrouve une autre. Donc l'ensemble, quand un skieur va passer sur cette neige plus ou moins ventée ou fraîche, en fait, et qui passe sur un point fragile, peut affaisser cette couche de neige là supérieure, et puis cette couche de neige là supérieure va glisser sur la couche de neige sans cohésion, et donc on peut avoir une avalanche de plaques. Est-ce que moi, faire une coupe en tant que skieur averti, ça peut me servir, mais est-ce que ça peut servir à des skieurs qui viennent de temps en temps en vacances? Ouais, donc je pense, de toute façon, le premier réflexe à avoir, c'est déjà bien s'informer au niveau des pisteurs. Eux connaissent bien le local, ont un bon suivi au niveau de l'hiver, des types de grains, de l'évolution du manteau neigeux. Et après, ouais, ça vaut le coup, je pense, de regarder, soit de gratter un peu déjà sur un bon 50 cm d'épaisseur, suivant les types de neige, c'est assez vite fait. Et puis on voit tout de suite si on a une neige plus ou moins serrée en surface, et puis dessous, juste dessous, un type de neige comme ça, là, sucre en poudre, sans cohésion. Donc et ça, c'est vraiment dangereux. Bon. Conclusion, si vous trouvez ça trop compliqué, vous demandez au pisteur, il vous expliquera. Pour les passionnés de ski, ceux qui vont régulièrement, pensez à ça. C'est un sac ABS, choisissez bien le cover pour mettre du bordel dedans, et à chaque fois que vous partez skier, vous enclenchez. Et c'est parti. Voilà, c'est terminé. Merci à Greg, merci à Gilles de nous avoir accueillis pour cette rubrique sécurité. À la prochaine. Qu'est-ce qu'il y a, Greg? Écoute, Enak, on va laisser Gilles finir le battage. Et puis moi, j'ai encore un peu de temps devant moi. On s'en fait une petite? Sans deck? Allez, c'est parti. Super. Salut Gilles. Bon les garçons, je voulais vous remercier d'avoir pris du temps pour Big Mountain. Merci à toi. Merci Mathieu de nous avoir fait découvrir le domaine. Ah merci, c'était cool. Yes, vous êtes les bienvenus, vous Dès savez à chaque fois. On revient. Je crois que Victor il a bien accroché les Aravis là. Ouais, c'est bien style. Et puis on peut faire des trucs. Nous on se retrouve très vite pour la suite de Big Mountain, et puis on s'en fait une petite dernière pour le plaisir quand même là. C'est clair. Coucher de soleil. C'est clair. Mais ce spot là, c'est notre spot. Allez, on y va les garçons. Yes, allez. Salut tout le monde, on est aux Arcs pour une nouvelle émission Big Mountain. Tout de suite le sommaire. Le portrait du mois, Elias Elhard. Ensuite Romain Grosjean qui va nous faire découvrir les meilleurs spots de la station. Il est là-haut en train de monter sur l'aiguille Grive. On va enchaîner avec un sujet sécurité, mais tout de suite pour commencer, les news.
Cette semaine dans les news de Big Mountain, on vous propose les images de la dernière étape du Freeride World Tour à Snowbird aux États-Unis sur la face de Silver Fox. Les dames à l'honneur pour commencer avec la snowboardeuse française Élodie Mouton de La Clusaz qui remporte l'épreuve devant la jeune Suissesse Estelle Ballet. Assez contente, mais je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus long et que les sauts soient un peu plus gros. Donc finalement c'était pas très gros. Mais bon, premier run sans tomber, donc c'est déjà bien. Maintenant on va attendre quoi. J'espère que j'aimerais bien gagner parce que pour pouvoir espérer toujours le titre, il faut que je gagne là et puis aussi au Canada. Donc là on va espérer. Je pense que ça fera au moins le podium, mais j'aimerais quand même bien gagner. Côté skieuse, l'Autrichienne Lorraine Huber met tout le monde d'accord en s'assurant le podium. Elle conforte ainsi sa première place au général du Freeride World Tour à 2 épreuves de la fin. So today I chose for me a challenging line, but I knew I could do it and I knew I had to go fast. So that's great. That's what the judges want to see, fast, solid skiing, and it worked out perfectly for me. I'm really excited about it. I think I've got 85 something. It's awesome. Chez les hommes, c'est le local de l'étape, Lars Chickering, qui s'impose en ski devant le Suisse Eltz. 3 Français se hissent dans le top 10. Julien Lopez est 5e, Kevin Gury 10e, Loïc Colombaton avec sa 8e place est toujours leader du général à 2 épreuves de la fin. I was feeling good this morning, just stoked because I've been for a comp. I knew that snow was going to be awesome. It's always my goal to win, I guess. And on that venue, I felt pretty good. Felt a little pressure of the hometown and just wanted to do what I could. So, yeah, I was going for it. Chez les snowboarders, c'est le voisin canadien Jamie Rizzuto qui brille devant le Suisse Emilien Badou. Second in Chamonix was my first podium for the big leagues here in the FWT, and then yeah, I've just been hanging in there, a couple fourths, and just sticking with the program and riding what I know, and worked out today. I saw some really cool stuff, but it was my day. What can I say? I'm super happy. Prochaine étape du Freeride World Tour, Revelstoke en Colombie-Britannique, très prochainement dans les news de Big Mountain. Get a feeling that I never had before.
get a good feeling, yeah. Salut Romain. Salut. Alors comment se run? Voilà, c'était excellent là. Bon. De la bonne neige, c'était vraiment bien. Ça va bien. Romain, aujourd'hui on sait que tu es pro rider, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Donc l'été, tu golfes. Ouais. Tu fais un peu de vélo course. Ouais, hein, t'as le droit de le dire. Avec toi d'ailleurs. Et tu surfes. Voilà. Surf, tu voyages? Un petit peu, j'essaye d'aller là où il y a des vagues, où il y a des belles conditions, tout ça. Genre, je suis parti en Indonésie, Canaries, tout, c'est super chouette. Et puis dans les Landes aussi, c'est cool. On va revenir un peu dans les pays un peu plus froids. Ouais. Actu, on vient de faire les Jeux. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah écoute, j'ai trouvé que c'était quand même des beaux jeux. Après, il y a eu plein de polémiques et tout. Moi, je trouve que ça reste quand même les Jeux Olympiques, donc c'est beau, faut respecter. Voilà, il y a eu du beau. Le sport avant tout. Le sport avant tout, et puis toutes les disciplines freestyle. Moi, j'ai trouvé ça super cool, à part le pipe où ils ont eu pas trop de chance avec la météo, mais bon, ça fait partie de la course. Un temps un peu marmelade et tout. Hein. Un temps un peu marmelade. Par contre, ton projet, toi, l'hiver, c'est First Track. Comment ça se passe? Alors, qui organise? Qui monte, qui filme, comment vous fonctionnez? Vous êtes un team? Ouais, donc First Track c'est un projet qui date de 2 années. On a un cadreur qui s'appelle Frédéric Laglera, qui est un caméraman de Tignes, et 4 riders, donc Kevin Dury, Jérémy Prévost, Adrien Coirier et moi. Notre but, c'est de sortir des images de neige fraîche, voilà, et puis de les proposer aux gens pendant l'hiver, pas qu'ils soient obligés d'attendre en fait l'IF3 ou voilà, l'automne d'après pour voir des images de ski. C'est de filmer, de faire un montage et de sortir des épisodes de ski sur les destinations. J'ai cru comprendre que cette année vous avez un petit peu galéré, vous avez fait la Turquie, vous êtes arrivé au Japon, tempête, marmelade, le bordel. Du coup c'est un peu problématique puisque du coup comme toi tu as des dates, c'est ça, il faut que tu rendes un truc quelque part toutes les 3 semaines. Donc tu es vraiment dépendant de la météo et des conditions? Ouais, bah c'est un petit peu ça. On avait prévu de faire des épisodes à la maison et puis finalement on n'a pas pu les faire à cause du manque un peu de conditions. Du coup on est parti en Turquie, on fait un peu en fait en fonction de la météo et des conditions actuelles. Je te coupe parce que là il y a la production là qui m'appelle. Elias Elrad, tu connais? Ouais, c'est un snowboarder de chez Daikin qui filme pour les pirates, je crois. Bon bah maintenant tu vas te connaître encore plus. Ouais. On le lance, on suit un sujet avec lui. Bonjour tout le monde, c'est Elias Elrad. I'm 25 years old and I grew up in Germany. Now I live in Innsbruck in Austria. So with the Pirates, this production, I guess their biggest production in Europe, and you know they've always been like, you know, that dream production that I would like to work with. And then 5 years ago already, it was the first year that I would ever get to film a video part, and I did it with the Pirates, and it went really good, and I was lucky to get the last part right away. I don't know, the years after were always a bit tricky for me because I tried to combine contest and filming, which wasn't so easy. And now I'm kind of coming back home, you know, like now I'm with this production again. Now I live here in Innsbruck. I get along really good with the
with the producer of Pirates. I'm really happy about this. I was really thinking about it a lot the other day. It's really important because, you know, when you don't ride the contests anymore, this is kind of your stage, this is your window, but this is also all your friends. This is who you spend your whole season with. So on the one side, it's, you know, your stage for a career, but on the other side, it's very personally, you know, your surrounding, your, I don't know, family you go through the season with. So is the most important factor of a good day snowboarding, probably the people I'm with. That's the one part, and then the other part is also like how much of a career you're gonna make, how much exposure you're gonna get, and all depends also a lot on the production you're with. So also in this way, it's important. You know, it's more. I'm really nervous for sure, no doubt. When I do like go to the edge of my possibilities, when I go really, I don't want to say risk too much, but for sure push limits that I have, and then I try not to risk too much, but of course you're always in this gray area where, you know, it can go good, and you know, you have this great shot, and you know, you're really happy and all stoked. But also when you like fly those 30 meters far or whatever, and you go twice overhead, it can also go wrong. So I'm really trying to be with myself and connect to what's possible for me for the moment, and you know, try all these other influences that they don't bring me out of balance. Like influences that come from myself, like, you know, I want to be this successful, and then from outside maybe the sponsor, you know, would wish for that, and the filmer, and then the rider, and so there's so many influences that you know, could I don't know, lead you to take decisions you maybe don't feel so really good. So it's all about, I don't know, being with myself in that moment, and trying to, although all those influences come, try to stay in balance. You see the slack line back there? So, I don't know, it's a little bit like a balancing thing, and if you hold that balance, if you keep with yourself, then you can, you know, do the best things out there. And I think when you then, you know, you land your trick on a wind lip or on a fresh line, it's the best feeling I could imagine. And so this is the direction that I want to go, and also that I think is the greatest part of backcountry riding from my perspective. So if I can do that more and more, do the tricks that I, you know, like done a lot in the park in the past years, and if I can more and more take them over into the backcountry, and without building anything, just riding a phase, and within the riding maybe do the trick, then I would be very happy, and that's the direction I probably want to go more and more. Salut! Ça va? Ça va? Ouais, c'est vous? C'est toi qui as fait la trace là ce matin? Ouais, bien. Ouais. Alors c'était pas trop pourri, pas trop marmelade? Non, c'était bon, hein, c'était encore super frais là. Ok, faut que tu fasses gaffe, hein, tu sais, ça craint. Hein. Là, il y a eu des plaques qui sont parties de partout aujourd'hui.
on est au risque 3, donc fais attention quoi. Ouais. C'est parti derrière, la conteste et tout ça aussi. Ouais, là, c'est parti sur la petite face nord, sur la plagne, ouais, ça craint. Ouais. On a bien senti que ça chauffait en montant, de toute façon. Ouais, donc voilà, il faut vraiment faire attention. Toi, Romain, d'ailleurs, dans les first tracks, tu pars avec des guides, tu vas t'informer dans les stations préalables ou c'est cash Bah écoute, quand on arrive déjà, quand on est dans d'autres stations qu'on connaît pas forcément, donc à chaque fois on va demander aux pisteurs quelles sont les conditions du jour, tout ça, et puis on essaie toujours d'avoir un guide local qui nous amène et puis qui connaît un peu déjà les bons coins, les expos, et puis un peu ce qui part pas. On essaye de pas, enfin c'est pas on essaye, c'est on n'y va pas à l'arrache parce que ça peut être dramatique. On va en profiter nous pour lancer une petite rubrique sécurité parce qu'on est un petit peu calé là-dessus, on rigole pas. Ça va, super. Salut tout le monde, voilà la Clusa avec Mathieu Bige, Bigasson. Ouais. Voilà, aujourd'hui jour blanc, risque 3 d'avalanche, un peu de vent cette nuit, des petites giboulées de neige, un peu réchauffé cet après-midi. Donc on va adapter notre ski aux conditions. Du coup c'est pour ça que là on va pas se lancer dans les grandes phases de freeride et plutôt opter pour un ski de forêt parce qu'ici à la Clusa on a un grand domaine de ski en forêt. Et malgré tout, la forêt, c'est vrai que c'est le plus sécuritaire dans les journées comme aujourd'hui, mais il faut quand même se renseigner. La première chose à faire, c'est d'aller voir les pisteurs au poste de secours qui sont là pour nous donner les renseignements du manteau neigeux et tout ça. Première chose déjà aussi importante, c'est quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas comme moi là, c'est de trouver un guide local ou un professionnel de la montagne qui va pouvoir vous montrer les bons spots tout en sécurité. On connaît un gars qui a passé la nuit dans la forêt de Revelstoke. C'est un très bon rider. Hey, listen to the man. On va voir les pisteurs peut-être. Hey there. T'es le local, hein, Matt? Toi qui le connais. Montre-lui tout ça. Donc il y a eu pas mal de chutes de neige ces derniers temps avec beaucoup de vent, donc le manteau neigeux est assez instable, on est au risque 3. Hein. Ouais. Et c'est vrai que là sur les tables par exemple, tout ça, ça serait un peu chaud. Là, on pourrait avoir des belles plaques avant qui peuvent partir. Donc là c'est une bonne décision qu'aujourd'hui par exemple d'aller en forêt, puisqu'on sait qu'avec le vent, les plaques avant, tout ça, en forêt il y a un peu moins de risque, ça exclut pas le risque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une bonne décision que de choisir la forêt plutôt que des grandes étendues. Voilà. Ouais, c'est vrai, nickel. Quand on est en forêt, on a du mal à se repérer et à s'orienter. Du coup, il faut connaître. Et la seule manière de connaître, c'est de se faire emmener par quelqu'un la première fois et de reconnaître par la suite. Parce que si on suit les traces, on ne sait pas qui est passé devant, on ne connaît pas le niveau du gars qui est passé devant, on ne sait pas si lui-même connaît et comment ça s'est fini pour lui. Donc voilà, il ne faut surtout pas suivre les traces et y aller uniquement si on connaît et on sait où sortir. C'est bon là? Ouais, c'est bon, on a fait le briefing. Voilà, ok, bon là Jérém, tu vois on est en haut du run, un run vierge, alors ça t'as la chance d'être avec un bon local. Ah ça je vois ça ouais. Au niveau des conseils pour bien rider en forêt, déjà on essaie de garder la bonne humeur, parce qu'on est quand même dans un endroit incroyable. Ouais, on essaye de prendre une forêt qui est un peu espacée, pas trop serrée, parce que sinon ça va être tout de suite plus compliqué pour tourner et plus physique. On essaye aussi de bien regarder loin. On ne descend pas en regardant ses spatules, il faut pouvoir anticiper parce qu'il peut y avoir des obstacles à tout moment. Et on peut aussi garder son masque pour éviter de prendre les branches dans les yeux. On essaye de faire plusieurs arrêts peut-être dans la descente, pas rider tout seul parce que là on est entre copains. C'est s'il y en a un qui perd un ski dans un arbre ou s'il y en a un qui s'égare, toujours essayer de rester dans à peu près un même couloir. Et de toute façon le ride à deux en plus c'est plus sympa. C'est bon Matt? Ouais. On est parti? Bon, allez, ouais, c'est bon, chaud. Chaud patate. Bon run, on se voit en bas, on se fait plaisir. Ouais, et on reste prudent. Et vite, allez, ciao.
Romain, tu as quand même un parcours un peu atypique. Tu es parisien et tu as réussi, tu es devenu pro rider. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton parcours? Bah écoute, déjà j'ai toujours été passionné par la montagne, le ski, même habitant à Paris. Et puis c'est vrai que ma mère, elle travaillait chez Air France. Et du coup, on avait la possibilité d'avoir des billets d'avion vraiment pas chers du tout. Et du coup, j'avais la possibilité de venir en station super rapide, enfin assez souvent, et puis pour pas grand chose. Et en fait, dès que j'ai été en âge, en fait après le collège, je me suis renseigné et j'ai vu qu'il y avait une sorte de ski-études à Thônes, donc en Haute-Savoie. Et j'ai passé des sélections pour aller là-bas, j'ai été pris. Et puis c'est comme ça que ça a commencé il y a 11 ans maintenant, et du coup je me suis retrouvé aux Arcs. C'est assez rigolo parce que vu que les gens qui n'étaient pas du coin du coup se faisaient attribuer une station pour aller en stage, soit dans un service des pistes, soit dans une école de ski. Et moi le formateur ski m'a dit bah tiens Grosjean, toi t'iras aux Arcs, et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. La station déjà de renom avec Apocalypse Snow et tout ça? Ah ouais, je connaissais la station avec ton nom et bien d'autres personnes, ce qui est vrai en plus. Et puis du coup je me suis retrouvé ici, et puis j'ai tout de suite j'ai tout de suite adoré la station, vu les possibilités qu'il y avait, je me suis retrouvé là quoi. Romain, juste par rapport aux Arcs, le fait d'évoluer un petit peu dans les traces de skieurs, snowboarders, monoskieurs légendaires qu'il y a eu avec toute la trilogie Apocalypse Snow, est-ce que toi c'est une vague qui te porte? Est-ce qu'il y a encore une atmosphère un petit peu Apocalypse Snow aux Arcs? Chaque début de saison on re-regarde les Apocalypse Snow parce que déjà c'est les pères de nos potes qui sont dedans. Donc ça c'est toujours vraiment trop drôle quand tu regardes quand ils faisaient du rafting et tout. Enfin c'était vraiment des fous furieux. Puis surtout je pense que ces gens là ils ont connu une époque de fou que nous on n'a pas connue. C'est-à-dire que ils faisaient du hors-piste, enfin le moindre bord de piste était du hors-piste, c'était bon, c'était des années où il y avait vraiment énorme de neige. Là c'est devenu vachement différent, ça s'est démocratisé, mais tant mieux. Mais les hors-pistes sont vachement plus tracés, c'est devenu un peu plus chacun pour soi et tout ça machin. Donc non, je trouve qu'il n'y a plus cette atmosphère là. Par contre je sais que la station est vraiment apparentée à ça, et des mecs comme Régis ou quoi, ou Jam Blanc et tout ça, c'est des gars qui sont à la base de ce qu'on fait aujourd'hui, et moi j'ai énorme de respect pour ces gens là. Bah sur ces mots, vu que tu parles beaucoup, tu vas nous montrer, hein. Nous on va rester là, je crois que tu as une ligne par là-bas, et puis on va regarder un petit peu ça. Bah merci en tout cas d'avoir été l'invité cette semaine. Quant à nous, on se retrouve dans un mois pour l'extrême de Verviers. Salut tout le monde. Émission Big Mountain, on est à Verviers, la station mythique, pour assister à la finale du Freeride World Tour. Mais aujourd'hui c'est place aux kids, Cyril Néry, triple vainqueur de l'extrême et organisateur de cette compétition, qui va nous expliquer tout ça. Julien pour Cyril répond. On attaque, c'est le sommaire, le portrait du mois, Jérémy Prévost, le rocker au cœur tendre, une séance sécu, les conditions de printemps, et tout de suite c'est les news. Pour commencer les news,
news, voici un selfie d'Arnaud Rougier dans Time, le dernier film de PVS disponible en DVD et sur iTunes. Be undone. How God we become cannot be undone. Découvrez les premières images de l'épisode 2 de What's Your Name, la web-série au bon goût des Pyrénées. Et quand même, je pensais à un truc là. Vu qu'on a les cams cette année là, on pourrait se lancer dans la vidéo. Ah ouais, ça c'est une super idée. Et puis en plus, Julien avec son nouveau Minitel, il pourrait nous aider pour le montage. Grave, il faudrait trouver une identité, un concept, quelque chose comme ça. Ce qui marche pas mal en ce moment, c'est le truc Rasta, tu sais, ambiance tranquille, ouais. Posée, peace, inspiration, expiration, tu vois. Bah, inspiration. En américain, inspiration. Yeah. Ouais. Inspiration. Non mais laisse tomber, les afterbangs ça me fait trop mal au cou. Non mais t'as raison, c'est pas fait pour nous. On pourrait se mettre au pipe, c'est discipline olympique. Ah ouais, puis les gens ils pourraient nous suivre sur nos compètes. Direct du Junior Freeride Tour avec Cyril Nieri. Cyril, tu vas répondre par oui et par non. Non. As-tu été un champion de BMX? Oui. As-tu aimé la première fois que tu as fait du snowboard? Oui. Même si oui serait une réponse un petit peu éthérée. Oui, c'était fantastique. Le snowboard, c'est incroyable dans la poudreuse. As-tu gagné l'extrême de Verbier? Oui. 3 Combien? fois même. Bien.
Et que fais-tu maintenant? Alors maintenant je m'occupe des juniors, de la relève freeride. On organise ce GFT by Dakar depuis 4 ans, c'est la 4e année. Et puis c'est 3 épreuves qui sont en parallèle du World Tour de Chamonix, de Fieberbrunn et ici de Verbier. Donc c'est à chaque fois un événement. Avec un classement mondial aussi? Avec un classement, on va dire, il est plutôt européen. Parce qu'aux États-Unis, ils ont aussi des épreuves juniors. Et les meilleurs Américains, les meilleurs Européens sont invités sur le championnat du monde junior qui aura lieu à Snowbird au mois d'avril. Et dans ces événements, l'avantage c'est que tu fais pas seulement qu'une compétition, il y a aussi une sorte de formation, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est vraiment un jour de compète et un jour d'atelier. Donc là, on a bossé avec le PGHM à Chamonix, avec les guides de Fieberbrunn en Autriche. Puis ici, on va les faire rider, aller voir les secouristes. Et puis toujours faire un petit peu d'arva, c'est clair. Donc voilà, l'idée c'est quand même vraiment sensibiliser les minots au danger de la montagne avec une compétition pour aussi s'amuser. Disons que la compétition c'est plus que ça pour s'amuser, c'est parce qu'ils ont envie de savoir où ils en sont, ils ont envie de se comparer. Mais nous, on ne peut pas les envoyer simplement faire du freeride à un âge où on a encore énormément à apprendre. Enfin, en gros, en montagne, on en apprend tous les jours. Mais là, c'est clair qu'on veut qu'ils sachent utiliser un arva, c'est clair et net. Par contre, on a aussi envie qu'ils sachent gérer une crise, la crise de l'accident, de l'avalanche, gérer toute la crise, appeler les secours, toi tu fais ci, toi je fais ça, bam, on fait comme ça. C'est comme ça qu'on réduit les morts, c'est en étant vraiment préparé. Ouais, du coup, tous ces gamins, ils ont comme rêve d'être le futur Kevin Gury, le futur Loïc Colomb-Paton, Richard Hamaker et tout ça, c'est vraiment ça? Ah, clairement, c'est leur star. Et moi, ce que je trouve chouette, c'est que les gars dont tu viens de parler, c'est des gars qui ont un super spirit, qui ont la tête sur les épaules, ils n'ont pas la grosse tête, ils sont bons skieurs. Et ils sont bons skieurs pourquoi? Parce qu'ils ont tous fait de l'alpin avant. Tu vois, ils ont fait de l'alpin ou des bosses. Pour les snowboarders, les tout bons comme Delerue, ils ont fait du border cross. Ils ne sont pas juste arrivés un jour à dire « Oh, je vais aller rider la poudre ». Et moi, ce que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est que ces garçons, ils étaient tous là aujourd'hui dans l'aire d'arrivée pour regarder les petits. Ouais. Et du coup, pour les minots, c'est incroyable ça. C'est un monstre boost, une monstre motivation. Et je sais que certains riders, ils se disent, ils aiment bien voir un peu le niveau des juniors parce qu'ils se disent, nous on vient de rentrer dans le World Tour il y a une année ou deux, puis là il y a déjà les petits qui vont nous pousser. Ça tire le sport vers le haut. Ça tire le sport vers le haut, ouais. Il y a quelqu'un que tu connais bien, qui a fait le Freeride World Tour, qui est reparti sur le qualifier cette année, qui va peut-être le réintégrer l'an prochain. Il s'appelle Jérémy Prévost. Ah ben ouais. Et on va regarder son petit portrait. Entre nous, on l'appelle le rocker au cœur tendre. Jérémy Prévost. Donc ça a été un hiver relativement chargé entre tournage pour les épisodes avec First Track et les compétitions avec les qualifiers. Parce que l'objectif quand même est de remonter sur le tour. Beaucoup de déceptions il y a 2 ans quand je suis sorti. Et parce que j'ai pas réussi à montrer ce que je voulais montrer comme type de ski. Voilà. Ouais, j'ai fait gardien de hockey pendant, je sais pas, j'ai arrêté il y a 2 ans le hockey. Même si je joue un peu en loisir de temps en temps en joueur maintenant, j'étais gardien. Et ça m'a apporté vraiment, je pense, du mental. Parce que voilà, même si on est dans un sport d'équipe, en tant que gardien, on est souvent seul. Il faut être solide, rester souple aussi, pas être trop bourru. Donc c'était bien, c'est que des bons souvenirs et que du bon à prendre, je pense, pour le ski au niveau équilibre. Le fait d'avoir fait du piquet, je pense que ça m'a apporté un plus de pouvoir skier dans toutes les neiges facilement, d'être équilibré sur le bon pied, d'être préparé à affronter des conditions difficiles. Après, avec l'évolution du ski, il faudrait se mettre au freestyle plus pour pouvoir au moins faire des 360, des backflips. Et ça, c'est pas facile de s'y mettre plus tard en fait. Le passage entre l'alpin et au freeride s'est passé naturellement. J'ai toujours fait du hors-piste hors mes entraînements de ski alpin. Quand j'ai arrêté l'alpin, j'ai voulu vraiment accentuer sur le côté ski, en fait plaisir. Parce que quand on passe de la FISE à rien, on passe d'un entraînement intensif et j'avais perdu le goût du ski même. Enfin, je ne skiais plus, donc j'ai voulu skier. Et avec des copains, ils m'ont dit ah, va t'inscrire
À Vaujany, par exemple, c'était une compétition organisée par des étudiants de Grenoble. Et là, ça a été vraiment un tournant. Je me suis dit, ah bah voilà, j'arrive, je peux reprendre la compétition, parce que j'aime bien la compétition, mais avec un aspect un peu plus détendu que dans l'alpin. Avant, j'étais peut-être le plus jeune, mais là, je pense que j'ai pris un peu de la bouteille. Je suis plus considéré comme un ancien, peut-être. Je sais pas, parce qu'il y a pas mal de jeunes de 20 ans qui arrivent, qui ont faim. Il y a Seb Michaud, il a 40 ans, il continue de skier, donc je me dis que j'ai encore le temps et de montrer encore ce que je sais faire. Style de ski plutôt agressif, je pense. Je mise pas sur le côté... Je suis pas sur le côté dans la dentelle. J'appuie en général quand je mets des courbes. Il faudrait que je prenne un côté un peu plus fluide, encore, parce que ça se travaille. Je vais vraiment dire l'agressivité. Ça serait, vraiment les objectifs, ça serait vraiment remonter sur ce Freeride World Tour. J'ai pas l'impression d'avoir pu montrer ce que je valais vraiment. J'ai fait une année super et après l'autre année qui n'avait pas trop mal commencé au fond du classement. Donc je voudrais vraiment pouvoir remonter et montrer que je suis peut-être dans les meilleurs skieurs qui est sur ce circuit. De retour à Verbier, je suis avec Loïc Colomb-Paton, en tête du Freeride World Tour avec une histoire assez impressionnante. Freestyler à ses débuts, en slopestyle, en halfpipe et ensuite dans le freeride et aujourd'hui en tête du classement général du Freeride World Tour. Parce qu'on rappelle quand même que tu es arrivé d'emblée, tu gagnes les 2 premières. Tu mets quand même la barre haute tout de suite, hein. Tu as tout de suite imposé. Ouais, à Courmayeur, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu beaucoup de chance, c'est de pouvoir faire une pré-course, on va dire. C'est que le jour initial, on n'a pas pu tous courir, j'avais le dossard 8 et après moi, il y a eu grosse nappe de brouillard et terminé, la course s'est arrêtée. Donc là, j'ai fait un run relativement moyen et donc je savais ce qu'il fallait que je fasse pour améliorer et aller chercher le podium, voire la victoire. Et donc je m'en suis vachement bien tiré, je suis arrivé à trouver une ligne hyper originale, je partais dossard 9, personne ne l'a fait derrière moi. Donc, et puis un beau 3-6 à la fin sur le dernier caillou, ça m'a permis d'attaquer le run avec une grosse impression, parce que je passe d'un couloir à un autre en aveugle. Donc ça, les juges, ils le savent et ça paye. Et si on revient sur tes gros 3-6, il y en a un que tu as fait, qui est monstrueux, qui est plaqué, de dingue. Tu nous racontes celui-là? À Chamonix, j'avais une pression, mais un truc de fou, quoi, parce que je venais de gagner Courmayeur et du coup, j'étais pas dans la position de Courmayeur. Courmayeur, personne m'attendait, personne s'attendait à ce que je casse le run comme ça s'est passé. Tandis qu'à Chamonix, tout le monde m'attendait, tout le monde se disait, bon là, attention, il y a Loïc, il va faire un run et je partais dernier. Donc quand j'ai attaqué à monter la face à pied, j'ai vu le premier descendre, se mettre une toute grosse boîte et puis après j'ai plus rien vu, j'étais au sommet, je voyais 40 mètres de la face et je voyais pas les riders ce qu'ils faisaient. Donc. Et du coup je pars dernier, je fais mon run comme prévu, je ride fort, j'arrive dans une partie technique que j'ai bien négociée qui m'emmène au-dessus d'une grosse barre. Et quand je suis arrivé là au-dessus de la grosse barre, déjà quand j'ai repéré la face la veille, j'ai mis un coup de jumelle, au bout de 5 minutes je me suis dit 3-6 sur la grosse là-bas. Et tout le monde me disait, j'étais avec Coco Lopez qui lui me disait, mais mon gars, mais tu te rends pas compte que ça fait 15 mètres, t'es complètement malade, tu vas jamais plaquer, assure. Et puis à côté, il y avait Aurel Ducrot qui disait, mais Coco, mais ferme-la, il saute mieux que toi en 3-6 que toi tu sautes en saut droit. C'est pareil pour lui un saut droit qu'un 3-6, laisse-le faire, s'il plaque ça va winner. Et du coup, Aurel il m'a mis un peu la motive et puis quand je suis arrivé dans mon run au-dessus de la clive, j'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui avaient sauté, qui avaient accès un peu droite. Du coup moi je me suis dit, axe gauche, il y aura de la puff, pas de trou. J'ai axé gauche, je suis sorti et là j'ai senti que ça chutait beaucoup, que c'était gros. Et bon ouais, il était un peu, c'est mon plus gros 3-6 que j'ai fait. Ouais, puis je l'ai bien posé, bien 4 appuis et du coup
Après là dans ma tête je me suis dit faut arriver en bas, plus de fautes, plus rien. J'ai envie de mettre la pression aux concurrents derrière moi donc je vais faire péter le run. Et on croise les doigts aussi pour Matt, ton pote, qui va certainement revenir sur toi. Ouais Matt justement il est en train de courir aujourd'hui en Autriche et j'ai pas de nouvelles. Je pense que ça va le faire parce qu'on a ridé là ces 3 derniers jours ensemble et il était surbouillant, il a la motivation, donc il n'y a pas le choix, il va killer la course. Nous on reste avec Matt et puis on va lancer notre petit sujet sécurité, neige de printemps. Attention les gars. Bonjour à tous, Mathieu Bichesson, accompagné de Jérémy Prévost qui vient me rendre visite à la Clusaz sur notre spot, donc à Balme, le point culminant de la Clusaz. C'est là que nous on fait pas mal de... c'est là qu'on se retrouve un peu tous les locaux pendant la période de printemps, tout le mois d'avril, beaucoup. Et en fait, nous on attend que ce soit un peu ramolli pour pouvoir sauter. Et en fait ce qui est vraiment cool c'est que dans la neige de printemps comme ça c'est mou et on peut du coup sauter sans se faire trop mal. Et donc nous ce qu'on fait c'est que on shape tout un run, en fait on va shaper plusieurs kicks dans le run pour pouvoir tourner toute la journée entre copains machin et puis s'entraîner à faire quelques figures et tout ça. Et je pense que c'est ce qu'on va aller faire aujourd'hui. Tu vas apprendre à faire des cabrioles. Voilà. La saison, on peut dire que c'est la saison type pour la rando. Quand la nuit ça va bien regeler, si on choisit les bonnes expos, qu'on va pas, on va dire à 14 h sur une pente dite sud ou est, qui a bien chauffé, mais sinon on peut faire des belles balades si on part tôt. Ça sera des journées qui vont partir plus tôt le matin et vers midi on aura fini. Et alors que je pense que les skieurs de la Clusaz, eux, ils attaquent plus vers midi une fois que ça a vraiment décaillé pour apprendre leurs tricks. Donc pour les conditions de printemps, il faut toujours rester quand même assez vigilant parce que comme je le disais, c'est mou, on peut se lâcher. Mais en même temps, les épaisseurs de neige, elles deviennent de plus en plus minces. Et dessous, il y a toujours les cailloux. Donc c'est un peu comme au début de saison où on croit que c'est tout bon, tout ça. Mais il faut quand même rester prudent parce que la neige peut cacher certains pièges. Ça peut être des cailloux, ça peut être des racines. Il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être dangereuses, donc bien évidemment toujours s'équiper quoi. Le casque, la déneige, et puis Arva, pelle, sonde, sac ABS si jamais on va dans les couloirs. Et je pense que le casque c'est vraiment très important toute l'année, mais particulièrement à cette époque. Pas parce qu'on a une pelle, une sonde ou un Arva ou même un ABS, on est invincible. Les avalanches de fonte en général, je connais pas les taux de pression mais sont très élevés. On a beau avoir un Arva, des fois on va pas survivre avec ça tellement la neige est humide, compacte et lourde. Donc il faut bien rester vigilant, comme quand on monte le matin, je sais qu'en rando, quand la neige est dure, on peut avoir les couteaux, après on peut mettre aussi même les crampons par petit confort ou les piolets selon la difficulté de la rando choisie. Mais il faut bien rester vigilant, c'est pas sans risque et il faut bien lire les conditions et s'entourer de personnes professionnelles. Bonne fin de saison, vive le barbecue, on va faire griller des saucisses. Nous on va aller rider la soupe. Nous revoilà au village, on est au stand d'Akain et on a 3 juniors avec nous qui vont nous parler de la course qui s'est passée aujourd'hui. On a Paul, Maud, Kevin. Paul, à toi la parole, comment ça s'est passé aujourd'hui?
Pas trop mal, hein. On a une neige un peu difficile, malheureusement à rider. Les conditions, elles n'étaient pas trop là non plus, on a eu du brouillard. Donc, mais au final, ça s'est bien passé. T'as fait un bon run? Pour l'instant, tu es premier au classement en général, c'est ça? C'est ça, en snowboard. C'est un circuit un peu européen? Oui, tout à fait. Et c'est ta dernière saison? C'est pas ma dernière saison, j'ai encore un an l'année prochaine. Dans les juniors? Dans les juniors. Maud? Ça s'est bien passé aussi. Bon, la neige elle était quand même bien chamboulée par les températures, je pense, de ces dernières semaines, du fun et tout. Mais malgré ça, c'était quand même skiable et on verra ce que ça a donné. Toi aussi, tu es en tête du classement général pour l'instant? Pour le moment, oui. On a Kevin, le dernier. Ouais. Notre petit junior. Voilà. Pas de barbe alors si j'ai pu m'inscrire. Kevin, comment ça se prépare là, la finale? Verbier, c'est dans 2-3 jours. Tu connais le bec, tu l'as gagné. Tes intentions? Mes intentions, c'est j'ai eu une saison assez difficile et c'est de tout lâcher pour la dernière et essayer de faire quelque chose de bien pour terminer la saison. On rappelle que tu as envoyé tout l'hiver, que tu es tombé et que du coup tu as dégringolé au classement. Ouais, pour beaucoup de riders ça a été assez dur, notamment de l'hiver, tout ça. On n'est pas dans les quotas pour les qualifications l'an prochain parce qu'on a eu pour la plupart 2 résultats au lieu de 3 et du coup c'est assez difficile. Et là, si par exemple demain tu perds sur Verbier, ça peut te remettre dans les quotas? Non, ça marche pas comme ça. Les quotas de qualif c'est avant Verbier, c'est fait avant Verbier. Et Verbier, c'est les 12 meilleurs qui viennent à Verbier. Et ceux qui sont en wildcard, comme moi là cette année, on est là uniquement pour les médailles. Là, tu as déjà ta ligne et tout ça? Ouais, je pense que je vais faire un petit peu comme l'an dernier. Parce que, on va dire, l'autre partie du bec elle est à moitié fermée. Donc je vais retourner un peu comme l'an dernier. En essayant de trouver quelques petites choses en plus. Donc t'es prêt? Ouais. Ben moi je vous propose de regarder la finale de Verbier tout de suite. J'ai essayé de rester concentré sur le fait que voilà, il y a beaucoup de choses en jeu, mais ça reste du ski et c'est ce que je fais tous les jours, c'est ce que je sais faire de mieux. Donc voilà, on va faire du ski aujourd'hui et prendre du plaisir comme j'en prends tous les jours à la maison. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir aujourd'hui. Ça a marché, je suis rentré dans les clous, j'ai fait 3e, ça m'a donné le titre. Du coup c'est super cool, je suis super content de la journée au final et voilà, c'est une belle saison. Bon voilà, Big Mountain s'achève, on vous souhaite une bonne fin de saison et nous on va partir sur sous notre beau soleil et on va prendre un bon été. Ciao, à plus.